Du surtourisme au voyage minimaliste, quels chemins prennent nos échappées belles? Dans un contexte climatique et environnemental qui nous oblige à réfléchir à une transition inévitable à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la société, le modèle touristique ne peut échapper à cette réalité. Alors, où en sommes-nous en matière de prise de conscience et de tourisme réflexif? Une évolution est-elle perceptible ou assistons-nous toujours à une fuite en avant? Bilan et perspectives d'avenir d'un tourisme à réinventer. Nous en parlons avec nos trois invités. Rémi Knafou, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, professeur émérite de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Votre dernier livre s'intitule « Réinventer vraiment le tourisme, en finir avec les hypocrisies du tourisme durable ». Il est paru aux éditions du Faubourg. Thomas Fir, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et rédacteur en chef du média Les Others, lancé en 2012 avec aujourd'hui un magazine papier, un podcast, des guides d'organisation d'aventures dans la nature, les fameux recto verso. Nous allons largement en parler dans l'émission. Et puis avec nous en distanciel, Rodolphe Christin, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et sociologue, auteur de Peut-on voyager encore? Réflexion pour se rapprocher du monde, un livre publié aux éditions Éco-Société. Eh bien, bienvenue à vous et puis bienvenue bien sûr à nos auditeurs dans le magazine de l'environnement de France Culture, désormais à 14h tous les mardis, toujours en partenariat avec le journal Le Monde, émission préparée par Célestine Babinet et Jeanne Agrapard, avec la collaboration de Aurélie Marseille, Vanessa Chang et celle des équipes de documentation de Radio France, émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique Ruben Karmazine. On a des cars entiers qui viennent de Marseille et qui sont liés, je pense, aux croisiéristes. On les emmène quand même dans un car climatisé, faire de la route, pour aller voir un marché provençal typique. C'est comique, je veux dire, parce qu'ils vont se retrouver avec des sachets de lavande même qui sont mis en sachet en Chine. Ça devient un truc complètement artificiel, quoi. C'est bien un décor. Je dirais que c'est un peu scier la branche sur laquelle on est assis, parce qu'on se demande que les gens viennent chercher une forme, enfin viennent observer une forme de vie qui est un peu différente de celle qu'ils vivent d'habitude. Et donc ils viennent dans des villages pour voir autre chose, avec plus d'espace. Mais si c'est rempli de la même façon qu'en ville, à un moment, ça n'a plus de sens. Là, ça devient complètement une aberration et une projection d'un monde artificiel sur un monde qui avait encore des restes d'authenticité et qu'on est en train de gâcher, quoi. Donc c'est vraiment réfléchir pour demain, pour le futur, pour nos enfants aussi, et les générations à venir. On ne peut pas continuer comme ça. C'était le témoignage de Marie-Vonne Fouéré, une habitante de Lourmarin dans le Vaucluse, l'un des plus beaux villages de France. Et elle parlait dans ce reportage diffusé le 22 mai 2025 sur France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et oui, peut-on continuer ainsi? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Peut-être commençons par un état des lieux du tourisme en guise d'introduction. Où en est-on en volume, en chiffres emblématiques, Rémi Knafou? Alors, pour ce qu'on en connaît, parce que les statistiques du tourisme sont quand même assez approximatives, eh bien, le flux touristique qui avait été complètement interrompu par le Covid est reparti comme avant, c'est-à-dire sur une trajectoire exponentielle, effectivement. Alors, ce que l'ONU Tourisme comptabilise, ce sont des arrivées internationales. C'était 1,4 milliard avant le Covid. On est pratiquement 1,5 milliard maintenant. Et ça n'est que la partie immergée de l'iceberg. Oui. Puisque la partie immergée, c'est le tourisme qui ne franchit pas les frontières. Et c'est le gros de l'activité touristique, puisque ça avait été estimé en 2018 par l'OMT, qui n'était pas encore l'ONU Tourisme, à 9 milliards de déplacements. C'est-à-dire 6 fois plus que le tourisme international. Et par exemple, en France, un quart en moyenne des Français part à l'étranger, mais le reste en France. Alors oui, c'est ça, mais si on prend le cas de la France, le volume du tourisme global est divisé en deux catégories. Les 2 tiers, ce sont les Français, et le 3e tiers, ce sont les étrangers. Donc voilà, c'est un grand pays de tourisme, la France, mais le gros de l'activité touristique est quand même une activité dite domestique. Et cette statistique est encore beaucoup plus tranchée, beaucoup plus forte dans les pays dits en développement, là où sont les grandes masses démographiques, l'Inde, la Chine. L'essentiel de ces pays
n'ont qu'une petite partie de la population qui pratique un tourisme international. En Chine, par exemple, les fameux 150 millions de touristes qui naviguaient jusqu'en 2019 et qui étaient attendus partout parce qu'ils dépensaient beaucoup, ça représentait même 4% de la population. Donc en Inde, le tourisme domestique est considérable aussi. Il est considérable. Pour vous donner juste une statistique, j'en userai pas beaucoup, mais ça représente 6,4% du PIB de l'Inde, le tourisme domestique. Et ça représente presque 8% des emplois de l'Inde. Donc tout ça est un mouvement considérable et qui est en train d'augmenter pour des raisons faciles à comprendre, puisqu'il y a une corrélation entre l'élévation du niveau de vie et le taux de départ en vacances dans les pays qui n'ont pas encore atteint le niveau de maturité des pays riches où le tourisme est une chose ancienne. Et oui, sur une planète qui compte 8 milliards d'individus, dans un 21e siècle qui a vu le développement d'Internet, la diffusion d'outils mobiles, les réseaux sociaux, le court-circuitage des intermédiaires. En tout cas, nous allons en parler effectivement de cet état des lieux de ce secteur du tourisme, un système de tourisme de masse individualisé, et puis les effets de l'influenceur, etc., etc., l'explosion des tours opérateurs. Je me tourne vers vous, Rodolphe Christin. Ce tourisme, il se porte à merveille, effectivement, comme le disait Rémi Knafou, malgré la pandémie de Covid-19 qui avait sinistré le secteur. En sortie de confinement, nous avions entendu beaucoup de vœux pieux. En même temps, on voit bien que le message donné peut-être par les citoyens, c'est qu'ils ont bien envie quand même de se déplacer. Oui, effectivement, le tourisme, qui est une industrie en croissance, a montré sa fragilité lors de la période de pandémie, puisque c'est l'industrie qui a cessé sa course en quelques heures, et à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que les conditions qui permettent ces déplacements de masse, les conditions de sécurité sanitaire et même géopolitique, puisqu'on entre dans une période quand même un peu tourmentée de ce point de vue-là, sont assez exceptionnelles dans l'histoire de l'humanité, et on a vu qu'elles étaient fragiles. Alors, lors de la pandémie, de grandes résolutions ont été prises, beaucoup de tribunes ont été publiées dans les médias pour repartir. On a entendu parler de l'an zéro du tourisme. Et effectivement, les vieilles habitudes ont ressurgi dès qu'il a été possible de repartir. L'impératif de croissance aussi a poussé à la reprise de l'activité. Et en fait, cette réflexion, cette amorce de prise de conscience qui a eu lieu pendant la pandémie s'est évanouie très rapidement. Aujourd'hui, prendre l'avion, eh bien, c'est de nouveau reparti de plus belle. Les bateaux de croisière énormes sont de nouveau en construction ou naviguent sur les mers. Donc voilà, l'industrie touristique est repartie de plus belle. Et c'est ça qui est préoccupant parce que je pense que face aux enjeux à la fois sociaux, climatiques, cette industrie-là, de mon point de vue, ne devrait pas avoir d'avenir, en tout cas pas de la manière dont elle le vit. Donc c'est à ça qu'il faudrait réfléchir, mais la tâche est énorme, j'en conviens. Alors on parle de surtourisme, Rémi Knafou, en remplacement peut-être de tourisme de masse. On entend les deux. Tourisme de masse, ça fait longtemps qu'on en parle, puisque c'est un phénomène qu'on a vu monter, y compris dans la deuxième partie du XXe siècle. Mais le surtourisme, c'est le terme aujourd'hui. Alors, c'est le terme qui a un grand succès médiatique, effectivement, depuis 2016 à l'échelle internationale, qui exprime une présence jugée excessive des touristes au point de nuire à soit la société locale qui, parfois, a des problèmes à accepter, effectivement, certains effets du tourisme, qui nuit aussi à l'environnement, quand tout ça est mal géré. Bon. Mais tourisme, pour moi, enfin surtourisme, pour moi, n'est pas le synonyme de tourisme. Même si, comme vous l'avez rappelé, il y a 8 milliards d'habitants sur Terre et que de toute façon, il y a une charge qui est en train de peser et qui va peser davantage. Le surtourisme est un phénomène essentiellement localisé, en grande partie dans certains quartiers centraux des métropoles, des grandes métropoles, des métropoles touristiques, Barcelone en tête, et avec comme marqueur essentiel le refus par une partie notable de la société d'un mouvement touristique incontrôlé, aux effets incontrôlés.
Alors, vous parlez justement de certaines villes plus marquées que d'autres. Vous avez mentionné Barcelone, on peut parler aussi d'Amsterdam, mais qui a trouvé des solutions. Nous allons parler bien sûr des solutions. Je vous propose d'écouter ce reportage qui a été tourné à Montmartre et diffusé dans l'émission C'est dans l'air sur France 5 le 5 août dernier. Quand je sors de chez moi et que j'ai un mur d'autocar, visuellement ça me gêne. Et deuxièmement, ils ont les 3/4 du temps le moteur allumé pour la climatisation. Alors soit ils sont courageux, ils montent à pied, soit ils prennent le funiculaire. Alors là c'est le blocus. Le surtourisme, devenu l'objet d'une bataille politique. Alors que la mairie du 18e arrondissement souhaite piétonniser la zone autour du Sacré-Cœur, plusieurs collectifs d'habitants se sont créés et refusent que le quartier se transforme en parc d'attractions. Ils déjeunent, ils prennent un pot au café, mais il n'y a pas d'économie réellement, à part les Airbnb, ça c'est sûr. Mais sur le local, il n'y a pas d'économie. Ils ne vont pas acheter, ils ne vont pas faire leurs courses ici. C'est toujours l'équilibre entre vivre à Montmartre et fabriquer une usine à tourisme. Le tourisme, élément révélateur de crises complexes de société, Rémi Knafou. Oui, absolument. Le tourisme est un peu le miroir grossissant de nos sociétés, avec en particulier des inégalités socio-économiques qui sont encore plus grandes dans le tourisme que dans le corps de la société. Tout ça est agrandi, caricaturé, parce que le tourisme se prête facilement à ça, puisque quand on est touriste, on a, quel que soit le pouvoir d'achat au départ, on a une propension à essayer, on est amené d'ailleurs à dépenser plus que dans le quotidien. Et c'est cet effet de consommation bien connu qui est aussi un élément déformant du rôle du tourisme et de sa perception par les sociétés d'accueil, que ce soit dans les pays développés et encore plus évidemment dans les pays peu développés où là le fossé est incommensurablement important. Et oui, avec ses effets, effectivement, sur les populations locales. Rodolphe Christin, souvent d'ailleurs des milieux, alors bon, là on est à Montmartre, mais quels que soient les milieux qui n'ont plus les moyens de vivre dans ces lieux touristiques. On peut citer des exemples comme Barcelone d'ailleurs ou d'autres villes. Peut-être une réaction, ce que nous n'avons pas précisé peut-être pour nos auditeurs depuis le début de l'émission, c'est ce que pèse le secteur du tourisme par rapport au total mondial des émissions de gaz à effet de serre, c'est 8 à 9%, je crois. Surtout avec le trafic aérien et navires de croisière. Tout à fait. C'est un chiffre qui est en expansion et qui augmente plus vite dans l'industrie touristique que dans les autres secteurs industriels, de par une croissance très, très forte du tourisme. Simplement pour revenir sur la question de surtourisme, pour moi, la question de saturation de certains lieux touristiques, c'est une vieille question touristique, dans le sens où qui a grandi dans les Alpes dans les années 80 a déjà vécu, mais sur des lieux, c'était des micro-conflits, si vous voulez, qui touchaient des lieux très circonscrits, où il y avait déjà des conflits d'usage entre les locaux et qui ne pouvaient plus accéder à leurs prés pour faire les foins, parce que des touristes bloquaient l'accès pour aller randonner. Ça, on a connu ça. Aujourd'hui, ce qui est visible, spectaculaire, et c'est aussi pour ça que c'est un bon sujet médiatique avec le surtourisme, c'est que ça touche des capitales européennes qui ont pignon sur rue, qui sont très visibles, et les phénomènes de contestation sont importants. Alors oui, sur les territoires très touristiques, il y a des inégalités qui se créent et qui sont aussi des inégalités entre habitants qui n'arrivent plus à vivre à l'endroit où ils vivent, du fait notamment de la poussée de la poussée des prix, de la croissance des prix qui rend la vie quotidienne très difficile. Et du coup, on a une forme de spécialisation de certains endroits touristiques qui ne peuvent plus qu'accueillir des touristes, ou alors des économies qui sont complètement orientées et polarisées sur le tourisme. Du coup, on a une espèce de spécialisation de certains lieux touristiques qui vient contrebalancer l'expérience qu'on va parfois chercher quand on se déplace pour des questions d'agrément, à savoir rencontrer les populations locales. C'est-à-dire que dans ces lieux-là, ça devient très compliqué.
Du coup, tout cela nous amène à réfléchir aussi, hein, Thomas Fir, je me tourne vers vous, à cette notion aussi de tourisme et de voyage. D'un côté, on a le sentiment qu'il y a une pratique donc de ce tourisme de masse, hein, on a donné les explications depuis le début de l'émission, mais pratique mondialisée aussi, du selfie, les effets des influenceurs, et avec malgré tout cette quête de l'ailleurs, mais tout en étant complètement pris dans la masse. Et puis d'un autre côté, d'autres vertus du voyage, une quête de sens, de convivialité, avec humain et non humain dans la nature, et c'est ce que vous proposez vous. Est-ce que vous avez ce sentiment-là avec les Others, hein, votre magazine que vous avez cofondé et que vous co-dirigez depuis 2012, d'être un peu dans un entre-deux ou aux antipodes, carrément? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on va pas pouvoir se passer, de toute façon, des moyens de communication généralisés pour faire passer notre message, qu'on ait un message de sobriété ou un message de consommation, on va dire. Si on jouait au jeu pour sortir du tourisme de masse, ou en tout cas pour essayer de proposer une alternative à ça, on va passer par le journal papier distribué à la main devant les kiosques, on s'en sortira pas. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, nous en tout cas, on va utiliser les réseaux sociaux et tous ces moyens de communication pour essayer de faire passer notre message, même si on considère qu'il peut être alternatif par rapport à en tout cas ce qu'on appelle le tourisme de masse, même si j'aime pas trop cette expression. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Alors, quoi. expliquez-nous comment est né les Others, hein, c'est ce magazine papier en 2012, un sacré pari quand même, hein, un média pour les adeptes d'expédition et d'aventure, avec un seul magazine papier à la base, hein, à Alors l'origine. à la toute base, c'était un blog même en 2012, et on a très vite sorti un magazine papier effectivement en 2015, puisqu'on avait déjà une communauté qui nous suivait sur les réseaux. Effectivement, la volonté à la base, c'était de rassembler des gens qui, comme nous, avaient envie de partir marcher dans la nature, de grimper, de faire du vélo, et on trouvait pas forcément de blog ou de médias dans lesquels on se reconnaissait. Et donc on a créé le nôtre sans ambition au départ, hein, vraiment autre que de rassembler quelques personnes autour de nous qui partageaient nos intérêts. C'est-à-dire, vous étiez combien? On était 3 cofondateurs à la base, avec Nicolas Legras et Baptiste Picardame, qui est une équipe qui a évolué un petit peu avec le temps. Mais à la base, c'était vraiment un projet entre amis, décidé sur un canapé le soir et lancé le lendemain sur un blog, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Et aujourd'hui, c'est un magazine papier, c'est un podcast qui s'appelle Les Baladeurs, ce sont des guides d'organisation d'aventure dans la nature qui s'appelle Recto Verso, un média toujours très spécifique, de l'exploration créative jusqu'aux aventures en pleine nature. Vous avez une vraie communauté. Oui, ouais, j'espère. Oui, on a une vraie communauté aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on doit être 500 ou 600 000 sur les différentes plateformes. On sait aussi que c'est une communauté qui est fidèle, puisqu'on le voit quand on organise des événements en réel, quand on sort un guide, on sait combien de personnes l'achètent, on sait combien de personnes regardent les vidéos, etc. Donc aujourd'hui, on a une vraie communauté qui croit vraiment dans la promesse, si je puis le dire, du projet, c'est-à-dire d'essayer justement de se reconnecter un petit peu à la nature, en se mettant en mouvement, en prenant le temps de s'organiser soi-même, en passant du temps dehors, en partageant des moments privilégiés avec les gens qu'on aime, nos amis, notre famille, nos proches dans la nature, et de passer le plus de temps dehors possible. Ouais. En accord avec les questions environnementales, climatiques? Oui, alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé parce que ça a fait partie ça a été un des points qui nous a motivés aussi à créer les Others et plus tard Recto Verso, c'est de proposer donc notamment des voyages sans prendre l'avion et accessibles en transport en commun. Là, on va découvrir justement avec un tout petit extrait d'une vidéo d'un groupe parti en Laponie, si je ne m'abuse. Vous allez comprendre effectivement que c'est toute une façon aussi de se débrouiller dans les moyens de transport d'aujourd'hui. Les montagnes retiennent les nuages, la lumière rase l'horizon. C'est ce qu'on montre dans les brochures, la carte postale classée. Mais pour en profiter, faut être prêt à faire un sacré bout de chemin, à accepter de galérer sérieusement et aimer porter les chaussettes mouillées. Pour atteindre ce bout de carte,
On est parti d'un hall de gare. Paris, un dimanche matin, 150 kilos de matériel. Un train, puis un autre. Des couloirs de gare, des changements de quai, des escaliers sans ascenseur, nos énormes poulkas à porter, tirer, pousser, traîner, encastrés dans les compartiments prévus pour des valises cabines. Normalement, c'est bon là. Puis un train de nuit, une journée d'attente à Stockholm, et un dernier train de nuit. C'est long, un peu absurde, On peut prendre un poteau à n'importe quel moment là. mais au fil des rails, quelque chose s'efface. Les habitudes, le confort, les repères. Et enfin, Kiruna, la porte d'entrée vers ces paysages glacés à 145 km au nord du cercle arctique. À partir de là, on va se lancer dans la randonnée. France Culture, de cause à effet. Aurélie Luneau. Et la randonnée est à découvrir sur cette vidéo. Dans cette communauté, il y a beaucoup de partage. Partage de vidéos, partage de fiches, de conseils. On sent qu'on a envie de s'entraider pour surmonter les difficultés. Parce qu'on voit bien avec cette façon de voyager et de partir, tout simplement, c'est aussi un défi parce que tout n'est pas optimal. Et aujourd'hui encore, ne serait-ce que prendre un simple vélo avec soi dans un train, ce n'est pas facile. Je vais pas vous Donc contredire. le monde sur n'est pas adapté quand même. Sur le vélo dans le train, c'est sûr qu'on n'est pas encore très bien adapté. Ouais. Et donc oui, là, pour aller en Laponie, ça nous a pris 2 jours et demi, quasiment 3 jours, avant même de mettre le pied sur le sentier de randonnée. Il faut être prêt à le faire. Il faut aussi avoir les moyens de le faire. Faut pas mettre cette question sous le tapis parce que elle est évidemment primordiale. Les moyens, c'est-à-dire les moyens de temps, les moyens financiers aussi de le faire, puisque ça coûte évidemment plus cher d'aller en Laponie en train que d'y aller en avion. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Je ne sais plus combien ça nous a coûté, mais c'est potentiellement x3, x4, voire parfois sur certaines destinations x10 par rapport à l'avion, quoi. Mais l'idée, réenchanter les imaginaires, être plus autonome, plus responsable, c'est vraiment ce qui vous guide, avec notamment ces coffrets recto verso qui sont les premiers outils pour pouvoir devenir autonome, son propre organisateur, son propre tour opérateur. Exactement. Alors l'idée de Recto Verso, c'est de donner les clés aux gens pour les aider à organiser eux-mêmes leurs aventures dans la nature de manière responsable. Donc c'est un coffret qui ressemble un petit peu à une boîte de jeu, donc à mi-chemin entre une carte et un guide de voyage, qui est censé aider les gens à faire eux-mêmes, puisque c'est ce que je disais un petit peu avant, il faut avoir le temps, il faut avoir les moyens quand on part très loin, notamment en Laponie, mais par contre, plus proche de chez nous, en France, si on sait s'organiser et qu'on a accès aux bonnes informations, on peut arriver soi-même, pour quelques centaines d'euros, à s'organiser un voyage, en tout cas on peut l'appeler comme ça, qui peut être bien plus important et laisser des meilleurs souvenirs qu'un voyage à l'autre bout du monde. On aurait suivi, entre guillemets, un circuit touristique plus classique. Et pour l'instant, vous n'avez pas subi les effets de certains selfies d'influenceurs, c'est-à-dire avec cette communauté, quand vous postez des images, parce que vous utilisez aussi les réseaux sociaux, il n'y a pas encore cet effet de masse qui peut aller et qui irait complètement à l'encontre de vos envies et de ce qui vous motive. Alors c'est sûr que à partir d'un certain palier, qui est encore loin heureusement, il faudra se reposer la question. Mais c'est pour justement éviter ça qu'on a lancé Recto Verso. Puisque si je reviens un petit peu en avant, quand on a fait les Others entre 2012 et 2019, on a senti que les gens voulaient commencer à voyager. Ils nous demandaient de plus en plus souvent des conseils, l'itinéraire, le matériel. On sentait qu'il y avait besoin de conseils pratiques pour passer à l'action, après une petite décennie de contemplation, on va dire. Et nous, on s'est rendu compte qu'on était un peu dans une impasse, puisque si on donnait un conseil, un petit refuge sur nos réseaux, en fait, il y avait trop de gens qui nous suivaient. À l'époque, je crois qu'on était déjà 400 ou 500 000 sur les réseaux. On ne peut pas donner le petit refuge, la petite cabane non gardée dans le Vercors, sinon le week-end suivant, il y a 200 personnes qui y sont. Et c'est une cabane qui peut accueillir 2 ou 4 personnes. Donc on s'est retrouvé un peu dans une impasse entre notre volonté de donner les clés aux gens pour passer plus de temps dehors, puisque nous, c'est ça qu'on aime, c'est là qu'on se sent vivant, c'est là qu'on passe les meilleurs moments de notre vie, et on a envie de partager ça serait dommage de le garder pour soi. Et en même temps, de ne pas avoir l'outil ou la méthode pour pouvoir le donner sans impacter directement les endroits qu'on va conseiller. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi à comment on peut donner une multitude d'itinéraires, donc là sans itinéraire, desquels on a enlevé les itinéraires
phares déjà surpeuplés, je pense autour du Mont Blanc, au Calanque, certains itinéraires en Bretagne, sur la presqu'île de Crozon, enfin tous les endroits qui sont déjà très connus et pour lesquels il n'y a pas besoin de nous, ou qui sont déjà entre guillemets victimes du surtourisme. Donc ceux-là, on les a pas recommandés, on n'a pas recommandé le GR20, etc. En Corse, on a plutôt recommandé des itinéraires moins connus, mais quand même prêts à recevoir des gens, parce qu'il ne faut pas non plus envoyer les gens dans des endroits qui ne sont pas prêts à les accueillir, même si ces endroits sont préservés et sur lesquels il n'y a personne actuellement. Et je me suis perdu, c'était quoi la question? Non, mais en fait, vous étiez en train de nous expliquer que finalement, vous étiez dans une sorte de censure de vous-même, dans un paradoxe, par cette nécessité pour ne pas générer un surtourisme, en fait, quelque part. Et donc, plutôt que de donner un truc clé en main et de dire à 500 000 personnes, faites ça, on va plutôt dire à ces gens, on vous a proposé 100 itinéraires et plein de manières de vous organiser en vous donnant les bons conseils, les bonnes périodes où y aller, les bons conseils pour y aller en train, etc. Prenez-vous en main. Pour répartir les gens déjà sur l'intégralité du territoire, si on le peut, et aussi pour donner aux gens, rendre aux gens l'autonomie qui peut leur être nécessaire pour bien organiser leurs aventures. Nécessaire à l'imaginaire aussi. Rodolphe Christin, mais est-ce qu'il reste encore des espaces de liberté et des refuges selon vous? Il en reste, mais il faut surtout pas en parler. Non, ce que je veux dire, c'est que, en fait, le problème, c'est pas le surtourisme. De mon point de vue, c'est vraiment le tourisme. Le tourisme, parce que chaque tourisme, il y a un effet d'addition. Chaque tourisme, chaque segment touristique, chaque pratique, chaque type de loisir, chaque territoire trouve aujourd'hui son prescripteur, pour ainsi dire. Donc cette incitation, en fait, contribue à un effet de massification, hein. Le tourisme de masse, c'est pas un type de tourisme homogène, uniforme, qui s'applique partout. C'est en fait des tourismes qui s'additionnent les uns aux autres et qui vont, j'utilise le terme à dessein, mais coloniser chaque territoire avec derrière des prescripteurs privés, mais aussi publics, parce que sur ce plan-là, les pouvoirs publics et les pouvoirs privés avancent main dans la main, hein. Chaque territoire aujourd'hui veut se développer, veut faire connaître des itinéraires alternatifs, réfléchit à comment détourner les flux des secteurs qui reçoivent trop de touristes pour les amener vers des secteurs moins touristiques avec une finalité derrière qui est le développement économique, hein. Et de ce point de vue, je rejoins Rémi Knafou lorsqu'il parle d'hypocrisie, parce qu'on est vraiment dans une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, personne ne veut vraiment organiser la décroissance du tourisme. Or, moi, je plaide plutôt pour une forme de décroissance du tourisme et pour essayer d'imaginer d'autres usages du temps libre que le fait systématiquement de prescrire un départ en vacances, quoi. Rémi Knafou, selon vous, ce sont des solutions? Vous voyez justement ce nouveau peut-être phénomène monter comme à l'image de ce que font les Others, ou alors vous dites, bon, ça reste pour l'instant une niche peut-être, hein, et en même temps, on ne fera pas sans le tourisme tel qu'il est aujourd'hui. Ce que je vois dans tous les exemples, dans l'exemple de Thomas Fir, comme dans l'exemple qui était donné des croisiéristes qui vont à Lourmarin sur un marché provençal, tout ça montre l'infinie palette des offres du marché. Alors tantôt ce sont des marchés de niche, tantôt ce sont des marchés plus conséquents, mais tout ça est considérable, mais ne doit pas nous faire oublier que le gros de la troupe en matière de prise de vacances et de tourisme en général, ça consiste à ne pas aller à l'autre bout du monde, ne pas être en itinérance, mais c'est partir de son domicile pour aller passer une semaine ou 15 jours dans un autre lieu, qui est un lieu qui est prévu pour ça, ce qui est un lieu qui a été urbanisé pour ça. Ce sont des stations touristiques, alors parfois ce sont aussi des métropoles touristiques dans lesquelles de plus en plus de gens résident, mais c'est ça l'essentiel du tourisme. Oui, c'est la majorité des personnes. C'est pas une itinérance à l'autre bout du monde, et heureusement, même si, comme le rappelait à juste titre Rodolphe Christin, les pouvoirs publics, tous les pouvoirs publics, sont en compétition les uns contre les autres pour pouvoir faire venir ces touristes de Chine, d'Inde, du Brésil, enfin des États-Unis, etc., parce que c'est rémunérateur. Et donc là, il y a une contradiction absolument fondamentale que nous avons le plus grand mal à dépasser. Et oui, parce que le tourisme pèse lourdement dans l'économie mondiale, comme dans celle de nombreux pays. Justement, comment est-ce que vous voyez la volonté affichée par l'OMT, Rémi Knafou, l'Organisation mondiale du tourisme, de gérer la croissance du tourisme de façon responsable et durable? Ce sont des vœux pieux ou il y a de vraies intentions derrière? J'aurais tendance à vous répondre sur la formule qui est
qui est prêté à Clémenceau, qui est quand les événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Bon, je crois que c'est ça, parce que l'ONU Tourisme n'a aucune prise sur les flux. Le marché touristique est un des marchés les moins régulés qui soit. Tout simplement parce qu'il y a une compétition mondiale entre tous les pays. Donc ce ne sont pas les États qui sont en mesure de réguler, puisqu'ils sont en compétition les uns avec les autres. Donc, alors, le marché aérien est très représentatif de cette jungle des déplacements, puisque alors que quand vous prenez votre voiture, vous êtes taxé, quand vous faites le plein, vous êtes taxé, quand vous prenez le train, vous payez des taxes aussi. Il y a aussi des péages que payent les entreprises ferroviaires pour utiliser les réseaux ferrés. Mais quand vous prenez l'avion à l'international, le kérosène n'est pas taxé. Et pour les croisiéristes, c'est pareil, ils ne subissent pas des taxes. Alors les croisiéristes, oui, il y a quand même il y a des taxes. Oui. C'est vraiment l'aérien qui bénéficie d'un traitement de faveur, effectivement, qui est une survivance de l'ancien système, puisque c'est une décision qui remonte à 1944 et sur laquelle on n'arrive pas à revenir parce qu'il y a des lobbies très puissants qui plaident en faveur, effectivement, de la perpétuation de l'État existant. Et donc, pour l'instant, la transition écologique n'est pas totalement compatible avec le secteur du tourisme actuel. Elle doit attendre ? Alors, visiblement, elle est partie pour attendre. Et oui, parce qu'il y a les marchés qui en découlent dans cette économie mondiale. Nous allons bien sûr nous poser la question des solutions dans la deuxième partie de l'émission. Mais auparavant, je vous propose d'écouter votre choix musical, justement, Rémi Knafou. C'est en septembre de Gilbert Bécaud. Alors, au-delà du message en lui-même qui est dans cette chanson, voilà, est-ce qu'il y a une raison particulière pour nous avoir proposé cette très belle chanson? La raison particulière, c'est que j'ai passé une partie de ma jeunesse sur la Côte d'Azur et que j'ai connu ce que décrit Maurice Vidalin à travers Gilbert Bécaud. C'est-à-dire que j'habitais à Villefranche-sur-Mer et la plage en juillet et août était vraiment pleine. Et à partir de septembre, c'était délicieux parce que les touristes étaient partis et les locaux pouvaient utiliser la plage. La grande différence maintenant, c'est qu'il faudrait décaler parce que en septembre, il y a autant de monde qu'en août. En Méditerranée, c'est la même chose. Donc il faut décaler en octobre, voire au beau jour d'arrière-saison de novembre, pour être dans ce que décrit Maurice Vidalin, un Parisien qui a très bien compris comment fonctionnait le système. Les oliviers baissent les bras, les raisins rougissent du nez, et le sable est devenu froid au blanc soleil. Maître baigneur et saisonnier retournent à leur vrai métier, et les 100 ans seront sculptés avant Noël. C'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai. En été, mon pays à moi, en été, c'est n'importe quoi. Les caravanes, le camping-gaz, au grand soleil, la grande foire aux illusions, les slips trop courts, les shorts trop longs, les Hollandaises et leurs melons de Cavaillon. C'est en septembre. Eh oui, quelle chanson, c'est en septembre, bientôt peut-être en octobre, hein, comme vous disiez, Rémi Knafou, c'est votre choix musical, cette belle chanson de Gilbert Bécaud. Merci de nous l'avoir proposé pour cette première émission de rentrée. Et c'est De Cause à Effet, le magazine de l'environnement de France Culture. Nous vous retrouverons désormais tous les mardis à 14h dans la tranche 14-15 avec bien d'autres amis, collègues qui vont se succéder au fil de la semaine pour votre plus grand plaisir. Et aujourd'hui, nous parlons du surtourisme,
tourisme au voyage minimaliste. Quel chemin prennent nos échappées belles? Comment réinventer et adapter le tourisme à la terre? Au lieu de continuer avec un monde adapté au tourisme, nous en discutons avec nos 3 invités. Rémi Knafou, géographe, professeur émérite de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur du livre Réinventer vraiment le tourisme, un livre paru aux éditions du Faubourg. Thomas Fir, cofondateur et rédacteur en chef du média Les Others, le magazine papier, mais on n'oublie pas aussi les guides recto verso. Et puis Rodolphe Christin, écrivain et sociologue, auteur de Peut-on voyager encore? Réflexion pour se rapprocher du monde, un livre publié aux éditions Éco-Société. Perché à 300 mètres d'altitude, aux confins du parc du Luberon, la citadelle de Gordes. Un village provençal de 1700 habitants à la notoriété internationale, élu plus beau village du monde par un magazine américain au début de l'année. Les touristes viennent parfois de très loin pour avoir leurs photos. C'est comme marcher dans une carte postale depuis 3 jours. C'est très beau. À Gordes, bus et camping-cars ne sont désormais plus les bienvenus. Et pour fluidifier encore plus la circulation, bien géré, on envoie tout là-haut. Le maire a créé 2 parkings de délestage et augmenté le prix du stationnement de 4 à 6 euros. Notre objectif est de ne jamais devenir un parc d'attractions, un village-musée. Notre but de base, c'est renouveler l'immobilier pour avoir chaque année des nouvelles familles qui s'installent et sauver nos classes, développer une politique culturelle qui soit attractive l'hiver et l'automne, c'est-à-dire des périodes où on vient moins en Provence. Le tourisme, une manne financière importante pour les commerces, surtout durant la haute saison. Corinne Sanchez fabrique et vend des sculptures en céramique depuis 3 ans. Elle réalise 85% de son chiffre d'affaires en juillet et en août. Il faudrait arriver à étirer et agrandir la saison pour qu'on ait moins, j'allais dire, qu'on passe de tout à rien et qu'on ait quelque chose de plus fluide et qui permettrait, j'en suis sûre, un désengorgement. À Gordes, où les vieilles pierres règnent, aucune nouvelle construction n'est possible. De quoi préserver ce patrimoine de projets immobiliers touristiques. Reportage diffusé sur France 5 dans l'émission C'est dans l'air du 15 août 2023. Rémi Knafou, sommes-nous à l'aube de la 4e révolution touristique? On le voit à travers Gordes, il y a quand même des lieux qui trouvent des solutions, qui essayent en tout cas de faire avec ce phénomène de tourisme ou de surtourisme. Mais visiblement, il y a peut-être moyen quand même d'encadrer, de réinventer. Alors, oui, il y a moyen, mais avant de réinventer, il faut peut-être rappeler déjà qu'il y a une solution qui fonctionne pas mal finalement. C'est celle qui attire le plus grand nombre, si on prend le cas de la France, le plus grand nombre des Français en vacances. C'est-à-dire d'aller vers les lieux qui ont été prévus pour les accueillir. Or, ce qui fait les flux, ce sont les capacités d'accueil. Donc les grosses capacités d'accueil en France, elles sont sur le littoral. Alors il a été en grande partie urbanisé. Alors on aime, on n'aime pas, le problème n'est pas là. Maintenant les faits, les lits sont là, les faits sont têtus. Et donc le fait de se déplacer pour aller vivre une certaine convivialité, principalement d'ailleurs entre touristes, beaucoup plus qu'en rencontre avec la population locale, c'est ça les vacances du plus grand nombre. Et c'est un modèle qui est un modèle relativement économe, notamment en gaz à effet de serre. Parce que ce ne sont pas des grandes distances, et parce que le bâti est déjà là, et ce n'est pas une extension de l'écoumène, c'est-à-dire de la partie habitée de la Terre, au profit du tourisme. Par ailleurs, les solutions à venir, on les connaît aussi maintenant, elles sont bien connues. C'est partir moins souvent, c'est partir moins loin, partir plus longuement, et plus lentement. Voilà, c'est ça les solutions. Donc après, ça peut s'habiller de différents termes aussi. Ça peut être de la décroissance, ça peut être de la sobriété, selon le cas. Mais on a toute une palette de propositions qui sont de nature à rendre le tourisme un peu plus compatible avec les nécessités de la transition écologique, mais aussi avec le respect de la biodiversité, qui est un des éléments forts aussi, parce que le tourisme, dans son appétit actuel de conquérir la planète dans son entier, puisque on a franchi
finalement, dès la fin du XXe siècle, plus encore au début du XXIe siècle, une étape lorsque l'écoumène touristique s'est trouvé beaucoup plus étendu, plus distendu que l'écoumène. L'écoumène, c'était pour les Grecs, la Grèce ancienne, c'était la partie habitée de la Terre. Et là maintenant, grâce à l'avion, et en particulier aux navires de croisière, il y a une projection des touristes dans l'ensemble de la planète, finalement, y compris les lieux les plus lointains, l'Antarctique, des lieux le inhabités, Groenland, le pôle Nord. Effectivement, l'Antarctique étant l'archétype de ce type de tourisme, puisqu'il n'y a même pas la justification de retombées économiques locales. Peut-être que les dernières frontières restantes, ce sont les fonds des mers, la haute atmosphère. Oui, et encore, le fond des mers, je n'y crois pas beaucoup. La haute atmosphère, c'est marginal. C'est marginal en termes effectivement d'effectifs, mais si on regarde les émissions de gaz à effet de serre, quand Jeff Bezos, avec ses 3 invités, je crois que c'était en juin 2021, est allé passer 10 minutes aux limites de l'atmosphère, c'était quand même 75 tonnes de CO2 par personne, et l'économiste Lucas Chancel avait calculé que 75 tonnes de CO2 par personne en 10 minutes, c'était plus que ce que 1 milliard d'habitants les plus démunis pouvaient consommer en une vie. Vous pouvez émettre en une vie. Bien voilà, vous nous avez donné de quoi réfléchir, au moins pour plusieurs jours, si ce n'est plusieurs semaines. Thomas Fir, de votre côté, donc cette question de la logique du toujours plus en sortir implique forcément une décroissance matérielle. Qu'est-ce que vous trouvez-vous à dire sur ces solutions-là? Alors, bien d'autres vont être listées. On aura des exemples aussi dans les sons qui vont être diffusés, mais ça va effectivement avec ce que vous proposez avec les Others. Effectivement, il y a le premier point de partir moins souvent, notamment pour les gens qui partent à l'autre bout du monde, puisqu'on sait aussi que, on a dit tout à l'heure que les émissions du tourisme, c'était 7-8%, je crois. 8,8. Voilà, 8,8. Mais qu'en fait, c'est qu'une toute petite partie de la population qui va les émettre. Donc ces émissions, elles sont très inégales. C'est-à-dire que c'est des émissions de confort en plus. Donc voilà, il y a une vraie inégalité sur ces émissions-là. Et donc, c'est aux gens qui ont les moyens, je vais le dire comme ça, de remettre en question leurs habitudes, puisque effectivement une grande partie des gens soit ne partent pas en vacances, soit partent en vacances à peu près dans les seuls endroits où ils peuvent y aller, parce qu'ils ont des vacances en août, parce que leur entreprise est fermée, parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont peu de budget, et donc n'ont pas vraiment le choix finalement. Et on voit bien que beaucoup d'enfants aussi ne partent pas. C'est vrai que depuis le début de l'émission, on parle de ce surtourisme, donc nous pointons du doigt les touristes. En même temps, nous sommes tous des touristes, même si on déteste nous dire touriste. Enfin, voilà, on est dans ces ambiguïtés-là en permanence. Ouais, on veut pas être le touriste de l'autre, mais l'autre est notre touriste. C'est ça. Voilà. Et donc, effectivement, pour celles et ceux qui le peuvent, l'idée, c'est de réfléchir à comment on peut partir moins loin, ça c'est sûr, plus longtemps potentiellement pour que les trajets soient moins réguliers, de manière plus lente, et c'est là que la marche, le vélo, vont être des moyens de déplacement privilégiés, et avec un état d'esprit, et ça c'est là que je pense que c'est important, un état d'esprit plus aventureux, c'est-à-dire accepter qu'on n'est pas dans la nature pour cocher des cases, qu'on n'est pas dans la nature pour s'approcher le plus proche d'un animal, qu'on n'est pas dans la nature pour dépasser absolument les limites de notre corps, etc. Et donc de réfléchir un peu à notre place là-dedans. Donc ça rejoint la lenteur, mais il y a une vraie question d'état d'esprit aussi là-dedans. Et étaler les saisons, effectivement, on en a discuté dans la première partie d'émission, mais tout cela ne dépend pas forcément de nous et de notre bon vouloir. Et il y a aussi d'autres façons de faire. Imposer des quotas d'escale de navires de croisière, par exemple, dans des villes, par exemple. Ça s'est fait, et ça se fait à Barcelone, à Palma, à Dubrovnik. Imposer des taxes. À ce sujet, je vous propose d'écouter tout de suite cet extrait de reportage diffusé sur France 24 le 19 avril 2025. Nous partons à Venise. Venise est-elle en train de se transformer en parc d'attractions géant? Depuis 8h30 ce matin, il faut payer un ticket d'entrée pour admirer la place Saint-Marc. Par ici, s'il vous plaît. À l'entrée de la ville, contrôle des billets des visiteurs à la journée, comme dans un festival. 5 € pour les prévoyants, 10 € pour ceux qui ont réservé moins de 3 jours à l'avance. Objectif officiel, lutter contre le surtourisme. Ça favorise ceux qui ont les moyens, c'est injuste. Pour une famille, 5, ça fait tout de suite, ça fait quand même un budget. Je ne sais pas si ça va vraiment dissuader.
Parce qu'en fait, les gens, s'ils viennent à Venise, c'est pour voir Venise. Voilà. Même s'il faut payer la taxe, du coup, oui, ils vont le prévoir dans le budget. C'est juste du business. Ça fait de l'argent pour la ville. Allez, je pense que vous avez tous envie de réagir. Rodolphe, Christin, je me tourne vers vous. Oui, ces mesures-là sont, de mon point de vue, devraient être en fait des mesures d'urgence qui devraient être exceptionnelles. C'est-à-dire que le problème là qu'on est en train de voir, c'est que finalement, avec ces tickets d'accès, ces tickets d'entrée à certains lieux, on a trouvé aussi, et je suis d'accord avec la personne interrogée qui disait que tout ça c'était du business, c'est-à-dire qu'on a encore trouvé une source de revenus supplémentaire qui va accroître la dépendance au tourisme et la dépendance à ce tourisme-là précisément qu'on va considérer comme toxique. De mon point de vue, ces mesures-là, elles doivent être transitoires et la vraie question, elle est d'ordre politique, c'est-à-dire que quelle alternative au tourisme, quel imaginaire du temps libre contribuer à développer qui agissent à la source, c'est-à-dire qui agissent sur le désir de partir en le rendant moins important. C'est-à-dire qu'il y a eu un phénomène très important lors du Covid, c'est qu'à l'idée d'être confinés chez eux, toute une partie de la population qui en avait les moyens s'est enfuie. C'est-à-dire que toute une partie de la population qui en avait les moyens a considéré que rester coincé chez soi, c'était un supplice. Ça aurait dû... C'est quelque chose qui, anthropologiquement, révèle une forme d'absurdité. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faudrait travailler. C'est comment organiser nos conditions d'existence pour rendre le départ en vacances moins impérieux, que ça devienne moins un impératif et qu'on puisse imaginer rester chez soi avec plaisir, que ça devienne désirable. Alors quand je dis rester chez soi, ça ne veut pas dire rester confiné dans son petit appartement. Oui, j'allais vous dire, avec pour ses beaucoup, petites habitudes. Ça a été ça douloureux. veut dire s'intéresser Entre quatre à nos murs, ça a été territoires de douloureux, proximité. Oui. Parce que ce sont nos territoires de proximité, et ça c'est un lien commun avec le voyage. D'une certaine manière, au cœur du voyage, il y a la préoccupation des territoires, sauf qu'il faudrait arriver à la ramener de l'ailleurs vers l'ici, et avoir cette préoccupation à l'endroit de nos territoires, de manière plus... Comment restaurer nos territoires, comment les préserver, comment les défendre aussi. Je pense que toute la question, elle est là en fait. Rémi Knafou, votre réaction par rapport à Venise, parce qu'on sent que de toute façon, à Venise, on est quoi qu'il arrive, condamné à payer. Donc, est-ce que ça fait partie des solutions ? Est-ce que d'autres villes ont développé d'autres quotas, interdictions, jauges peut-être plus vertueuses ? Non, les villes ne sont pas rentrées dans ce processus, à l'exception de Venise, qui est pionnier en la matière. Parce que ça impose un contrôle de la population qui est, dans un pays dit démocratique, qui est vraiment une première. Puisque pour pouvoir montrer patte blanche, c'est-à-dire le fameux QR code, on est contrôlé aussi bien à l'entrée, à la sortie de la gare, par exemple, que n'importe où dans la ville, par les forces de police qui peuvent vous demander à justifier votre présence. Bon. Et c'est vrai pour toute la population, y compris pour les Vénitiens qui doivent justifier qu'ils sont Vénitiens. C'est une grande première. Donc ça ne sert pas, contrairement à ce qui a été dit par la municipalité vénitienne et rapporté par beaucoup de médias, ça ne sert pas du tout à réguler, puisque l'expérience montre tout simplement que c'est pas suivi des faits. En ce sens que ce qui était visé dans le collimateur des municipalités vénitiennes, c'était de faire baisser le nombre des visiteurs à la journée, ce qu'on appelle techniquement les excursionnistes, parce que ceux-là, on les aime pas. Ils encombrent, ils salissent, ils laissent des papiers gras et ils dépensent pas beaucoup. Donc personne ne les aime, ni à Venise, ni ailleurs. Mais ça représente 10 millions de personnes par an. Donc c'est un vrai problème pour Venise. Venise, en revanche, voudrait se débarrasser donc de ces visiteurs. Or, leur nombre n'a pas faibli avec la fameuse taxe en question. Donc, Venise a interdit quand même certains gros navires, paquebots, pour des questions de dégâts quand même, dans les canaux. Non, pas interdit, mais détourné. Oui. C'est-à-dire qu'ils passent plus dans le canal de la Giudecca, mais ils vont quand même au fond de la lagune. Donc, non, Venise, ça a une politique pro-tourisme qui est tout à fait claire. C'est-à-dire la municipalité a été élue sur la base de ce programme et l'aéroport est en train
de s'agrandir pour doubler le trafic de l'aéroport. On voit bien qu'à Venise, on n'entend pas limiter le nombre des touristes, on entend limiter, on aurait souhaité limiter le nombre des excursionnistes, ce qui n'est pas la même chose. Mais recevoir des touristes, c'est-à-dire des gens qui vont dormir, et qui plus est surtout dans des 4 et 5 étoiles, ça, on en veut de plus en plus. Et ça n'est pas propre qu'à Venise, puisque pratiquement tous les lieux touristiques un peu connus dans le monde souhaitent effectivement se débarrasser de la clientèle à la journée ou de la clientèle faiblement sauvable pour recevoir une clientèle riche. Alors vous parliez il y a peu dans l'émission, Rémi Knafou, du fait qu'il faudrait taxer le kérosène, taxer les billets d'avion. On peut aussi taxer l'aviation privée et d'affaires, réduire les voyages d'affaires. Ce sont des solutions, là aussi. Supprimer, vous le proposez dans votre livre, supprimer les lignes aériennes en concurrence avec des transports terrestres à faible émission de CO2, instaurer des quotas, pénaliser les courts séjours desservis par de longs trajets. Il y a des solutions. Il y a beaucoup de solutions techniques, effectivement, qui supposent un engagement assez fort des États pour gérer la chose. On voit bien que, y compris en Europe, qui est quand même en pointe dans ce domaine-là, ça n'est pas facile, puisque les efforts pour taxer le kérosène, au moins à l'échelle de l'Union européenne, ont été entrepris, mais pour l'instant n'ont pas été couronnés de succès, parce que les lobbies qui défendent le statu quo sont quand même d'une très grande puissance, et on sait qu'ils sont bien représentés à Bruxelles et au Parlement. Et du côté des croisières, comment stopper la course au gigantisme? Parce qu'on se retrouve avec des villes flottantes qui, là aussi, pour des questions environnementales et climatiques, on l'a vu avec la question du CO2, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, on ne fait pas énormément, puisque, même s'il y a quelques réglementations qui sont un peu plus contraignantes dans un certain nombre de ports, y compris en Méditerranée, mais quand on regarde les projections du marché international de la croisière, c'était un marché de 55 milliards en 2024 et il est prévu qu'il monte à 85 milliards en 2033. Donc on voit, c'est que parallèle au développement du marché de l'aérien, finalement, tout ça fait comme si les enjeux du réchauffement climatique n'existait pas. Rodolphe Christin, que pensez-vous de ces tentatives, en fait, ou de ces actions, de ces décisions de villes, de tenter de mettre fin à la densification, alors soit en interdisant les Airbnb, les nouvelles résidences secondaires, en privilégiant aussi la résidence principale, puisque ce sont des villes qui subissent des flots de touristes, et là, pour le coup, elles les subissent parce qu'inversement, quand il n'y a plus ces flots-là, ces villes ne vivent plus de la même façon, ou alors ne parviennent pas à proposer des logements pour leur population. Oui, c'est un phénomène qui est un indicateur là aussi de l'emprise du tourisme sur les territoires. Ce que j'en pense, c'est que c'est une réflexion centrale pour rendre que certains territoires restent hospitaliers, parce que ce que veulent les gens qui voyagent aussi, c'est de rencontrer une population locale. Or, lorsque cette population locale n'a plus les moyens de rester dans son village, dans sa ville, du fait qu'on disait tout à l'heure, Oui. du fait notamment de la hausse des prix, eh bien, on a une évasion qui tend à spécialiser certains lieux. Donc moi, je trouve que ces préoccupations sont essentielles. Le problème, là aussi, c'est qu'il faudrait arrêter d'une façon générale, je y reviens toujours, excusez-moi, mais de faire la promotion du tourisme. Aujourd'hui, nous sommes dans une promotion incessante du départ en vacances. Donc, on pourrait imaginer des campagnes de communication, tout comme on a de la communication qui nous sensibilise au fait de trier nos déchets. On pourrait très bien avoir une communication d'ampleur massive pour le coup, qui nous informe sur les dégâts occasionnés par l'expansion du tourisme et qui nous dirait cet été, et si vous restiez chez vous, par exemple, on pourrait imaginer ça. Là aussi, ça serait prendre les problèmes à la source, c'est-à-dire essayer de travailler, de trouver des alternatives à ce désir de départ qui est un impératif, une norme sociale. Mais à mon avis, la solution, elle serait là, c'est-à-dire travailler sur le désir. Or, aujourd'hui, comme le disait Rémi Knafou, il y a des lobbies qui sont extrêmement puissants. La France est une puissance touristique. Alors, si ce n'est plus la première, c'est la deuxième ou la troisième, peu importe. Donc, il faudrait aussi travailler à des alternatives au tourisme. C'est-à-dire que si on n'a plus de tourisme, si on a moins de tourisme, qu'est-ce qu'on met à la place ? Et moi, si j'étais un homme politique, je me soucierais très fortement de ces
questions-là. Alors le problème, c'est que ce sont des questions qui se posent à long terme. Et aujourd'hui, on notamment voit les effets... On voit plus facilement un détricotage au niveau politique, Rodolphe Christin, sur les questions environnementales ou climatiques ou de Exactement, préservation. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Ça serait dans l'hypothèse qu'on ait un sursaut, une prise de conscience plus forte que ce qui est aujourd'hui le cas, évidemment. Oui, Non, mais de toute façon, de mon point de vue, je pense qu'on a peu de raisons d'être optimiste. Thomas Fir, vous êtes optimiste ou pas ? Alors on m'a souvent traité de pessimiste, mais je crois que si ces sujets m'intéressent, c'est que je pense qu'on peut en sortir par le haut, bien que je sois assez clairvoyant sur la situation politique actuelle, tout en sachant que les citoyens ne veulent pas s'en sortir eux-mêmes sans les politiques publiques, sans les pouvoirs publics. On a vu notamment, on reparle tout le temps du Covid parce que ça a été un élément clé, mais on a vu les subventions massives aux compagnies aériennes pour éviter qu'elles mettent la clé sous la porte. En face, on ne fait pas la même chose pour le ferroviaire. Enfin, il y a toutes ces questions-là. Et donc ça, c'est sur la partie plutôt politique, je dirais. Je crois que si on veut rester optimiste, c'est le combat des imaginaires qu'il faut gagner. Donc là, je rejoins un petit peu Rodolphe Christin là-dessus. Même si je pense avant d'arriver à convaincre les gens de rester chez eux, il y a des étapes et qu'il va falloir, par lesquelles il faudra peut-être passer, et qui sont les étapes dont on parlait tout à l'heure, de voyager un peu moins souvent, ralentir, remettre un petit peu de sens ou de volonté peut-être dans ses voyages, dans qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, est-ce que ça nous procure vraiment du plaisir ou est-ce que ce désir il est factice et il a été créé justement par des campagnes de communication massives. Est-ce que j'ai vraiment profité de mes vacances ou est-ce que je suis juste content d'être parti parce qu'on m'a dit que c'était cool de partir à cet endroit-là. Donc il y a un vrai combat des imaginaires. Et tout à l'heure, on parlait des effets délétères des réseaux sociaux. Je crois que les réseaux sociaux peuvent nous aider de manière très positive à inverser la tendance. Mais une des données qui rend le problème encore plus complexe, effectivement, c'est qu'il faut rappeler que dans un pays comme la France, qui est un grand pays de tourisme, terre d'invention du tourisme, il y a à peu près 40% de la population qui ne part pas en vacances. Ouais, bien sûr. Et donc, avant d'empêcher de partir en vacances les populations, il faut songer à celles qui ne partent pas encore. Or, le taux de départ en vacances des Français, depuis 40 ans, ne bouge pas. Et c'est un des plus bas, je crois, en Europe. Et c'est un des plus bas dans les pays riches. Et c'est la raison pour laquelle, Rémi Knafou, vous encouragez un tourisme réflexif. C'est très intéressant, ça. Il nous reste 1 minute 30 pour en parler. Je vous laisse peut-être prendre la parole. Expérience personnelle, découverte, réflexion, questionner nos pratiques et nos impacts. Oui, c'est tout ce qui peut amener tous les acteurs du tourisme, les touristes, les professionnels du tourisme, les voyagistes, etc., tous ceux qui concourent à faire du tourisme, ce qui peut les amener à questionner leurs pratiques, le bien fondé de leurs pratiques, l'utilité sociale, environnementale de leurs pratiques. Je crois que nous avons besoin de ces questionnements, parce que pour faire évoluer ce tourisme et pour essayer, entre guillemets, de le réinventer, je crois qu'il faut user de toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Il y a à la fois, c'est concilier finalement la responsabilité individuelle et la responsabilité collective, c'est-à-dire un des enseignements du mémorial du camp d'Émile et a inspiré le tourisme réflexif, puisqu'il y a un volet réflexif qui fait que lorsqu'on a visité ce mémorial qui fut un camp d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale, on profite de l'émotion procurée par la visite pour s'interroger sur non seulement ce qui s'est passé, mais sur ce qui peut se passer encore. Et donc, c'est la même démarche appliquée au tourisme. Mais sur les territoires, par exemple, sur des vignobles, on pourrait imaginer comme ça des parcours où on se pose des questions. On peut imaginer beaucoup de mise en valeur, finalement, amenant le touriste à questionner, à comprendre mieux ce qu'il voit, à questionner ses pratiques, à les remettre en cause, parce qu'il y aura à la fois je crois qu'il ne faut pas négliger finalement l'impact de toute une série de millions, de centaines de millions de décisions, de prises de conscience et de décisions individuelles à côté des politiques internationales et des politiques des États. Et sur le site de l'émission, vous pourrez découvrir justement ces initiatives de tourisme réflexif. Merci à tous les trois et à conseiller bien sûr la lecture de vos livres. Rémi Knafou, Réinventer vraiment le tourisme, en finir avec les hypocrisies du tourisme durable, un livre paru aux éditions du Faubourg. Rodolphe Christin, Peut-on voyager encore ? Réflexion pour se rapprocher du monde. Votre livre est publié aux éditions Éco-Société. Et puis Thomas Fir a conseillé bien sûr le média Les Others, le podcast
podcast Les Baladeurs et les guides recto verso. Et toutes les informations, comme d'habitude, sont à retrouver sur le site de l'émission franceculture.fr, de Cause à effet ou d'autres podcasts en lien avec le sujet vous attendent.